je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé d'une élection concernée par la montée de l'extrême droite depuis au moins l'année dernière. Oui, ok, ça date d'il y a 2 mois, mais c'était quand même l'année dernière, donc psychologiquement, ça compte. Promis, je vais essayer de faire moins de 14 sujets sur la montée de l'extrême droite en 2026, et aussi moins de 14 sujets sur Trump. Ah bah vu la situation internationale, c'est bien d'avoir des objectifs raisonnables. Des idées noires, de la tristesse, une grande fatigue, le goût à rien. La dépression est une expérience difficile pour les millions de Français qui la vivent. Aujourd'hui, on va parler du Portugal. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a en ce moment dans le pays une élection présidentielle. On est d'ailleurs dans l'entre-deux-tours au moment où sort cette vidéo. Arrivé deuxième du scrutin à plus de 7 points de son rival, André Ventura a pourtant de quoi célébrer. Pour la première fois depuis 40 ans, il y aura un second tour lors de l'élection présidentielle dans le pays. Ce résultat signe la montée en puissance du candidat d'extrême droite et son parti Chega. Alors contrairement au cas chilien dont je vous parlais dans l'épisode de début décembre, le candidat d'extrême droite portugais n'est pas en position de force dans cette présidentielle. Mais c'est tout de même un événement politique majeur, puisque jusqu'à une époque très récente, le Portugal faisait partie des rares pays européens dans lesquels il n'y avait pas de parti d'extrême droite puissant. Aujourd'hui, il reste l'Irlande, mais ça pourrait changer. Des manifestants s'attaquent à un centre pour migrants à Dublin après l'agression sexuelle présumée d'une fillette de 10 ans. Et sinon, je sais pas, la principauté d'Andorre, le Liechtenstein, la République libre du Sauget. Bonjour, bienvenue dans la République du Sauget. La dernière douane de l'Union européenne, elle est ici. Pas sûr. Mais alors, quels sont les enjeux de cette présidentielle portugaise? Quelles sont les explications de la montée de l'extrême droite dans ce pays jusqu'ici préservé? Et est-ce qu'on arrivera à faire un épisode en 2026 qui ne soit pas super déprimant? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. Bon, déjà peut-être un petit point sur le Portugal. C'est pas un pays méconnu du tout, mais il y a des cartes dans l'émission normalement. Donc carte. Le Portugal est donc un pays situé à l'ouest de la péninsule ibérique qui partage sa seule frontière terrestre avec l'Espagne. Outre sa partie continentale, le pays est aussi composé de 2 archipels au statut de région autonome, Madère et les Açores. Le Portugal a pour capitale Lisbonne et est peuplé d'un peu plus de 10 millions d'habitants. C'est moins que l'Île-de-France pour une superficie 10 fois plus grande. Le Portugal, c'est un pays avec un niveau de développement très élevé par rapport aux standards internationaux, mais on y constate tout de même un niveau de vie plus bas que celui de ses voisins d'Europe de l'Ouest. Selon une enquête INSEE de 2021 sur le niveau de vie des pays de l'Union européenne en parité de pouvoir d'achat, le niveau de vie au Portugal est plus proche de celui de la Pologne ou des pays baltes que de pays comme la France, l'Allemagne ou même l'Espagne. Je raconte pas ça pour vexer les Portugais, mais parce que ça permet de contextualiser la situation du pays dans la région du monde où il se trouve. Il faut aussi noter que la situation économique s'améliore depuis la moitié des années 2010. En 2015, l'arrivée au pouvoir du Premier ministre socialiste António Costa marque le début d'un renouveau. En 2017, la croissance bondit de 3,5% portée par l'essor du tourisme. Le centre de Lisbonne est retapé et pris d'assaut par les investisseurs. Le taux de chômage redescend, il est aujourd'hui au plus bas à 6,2% selon Eurostat. Malgré cette bonne situation économique, toujours d'actualité aujourd'hui, le Portugal reste un pays d'émigration, qui connaît notamment une importante fuite des cerveaux. Les jeunes diplômés désertant le pays. Résultat, ceux qui restent sont souvent les moins qualifiés ou les plus âgés, le Portugal occupant la 5e place au palmarès des démographies vieillissantes. C'est donc dans ce contexte que se tient cette élection présidentielle. Sur le papier, le Portugal est un régime semi-présidentiel, comme la France, mais dans les faits, le président y dispose quand même de beaucoup moins de pouvoir que chez nous. Et il n'a pas non plus de super lunettes de soleil d'aviateur. For sure. Bon, c'est pas Macron, mais le président portugais est quand même chef des armées et il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et de toute façon, cette élection permet tout de même de prendre le pouls du pays. Depuis 2016, le président du Portugal, c'est lui, Marcelo Rebelo de Sousa, ici en train d'attraper par le cou une militante contre le génocide en Palestine. É muito importante. Bom, então agora deixe-me dizer... Não, 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 não. Diz aos... Não, não, não. Eu ouvi. Não me agarre no pescoço, Tem que me ouvir. Sr. Presidente. Il est issu du Parti social-démocrate, un parti dont il a été président. Alors normalement, un parti politique qui se dit social-démocrate, c'est des gens de droite qui font semblant d'être de gauche. Alors eux même pas, ils sont juste de droite. Au moins c'est clair. Il se trouve que le Parti social-démocrate, c'est le parti du Premier ministre actuellement en poste, Luís Montenegro. Deixa o Luís trabalhar, ele tem palavra, ele tem valor. Deixa o Luís trabalhar.
Alors j'ai vérifié, le premier ministre du Monténégro ne s'appelle pas Louis Portugal. Désolé de vous décevoir. Luis Montenegro, il a été élu lors des législatives de 2024 après 8 ans de gouvernance socialiste. Il a été maintenu en 2025 après des élections anticipées en raison d'une affaire de conflit d'intérêts qui avait fait chuter son gouvernement. Et ce mec, en moins de 2 ans, il a eu le temps de faire pas mal de trucs de droite, à commencer par une loi de libéralisation du droit du travail. Parmi les mesures les plus critiquées figure l'extension de 6 mois à 1 an de la durée minimale des contrats à durée déterminée, renouvelable 3 fois, des restrictions sur le télétravail et l'élargissement du service minimum lors des grèves à de nouveaux secteurs, crèches, maisons de retraite, sécurité, alimentation. Plus généralement, le gouvernement monténégro entend réduire les limites imposées à la sous-traitance, assouplir les procédures de licenciement et permettre une plus grande flexibilité des horaires de travail. Ces annonces, elles ont entraîné une journée de grève générale à l'appel des syndicats le 11 décembre dernier, la première grève générale depuis 12 ans. São estes trabalhadores que aqui estão que fazem a diferença todos os dias nas nossas vidas. Estes são a realidade do país e são estes que vivem com os baixos salários, com a desregulação dos horários de trabalho, com uma precariedade crescente et qui hoje estão a exercer um direito que o governo também quer fragilizar, que é o direito à grève. Une grève qui a été assez peu couverte par les médias chez nous d'ailleurs, j'ai eu assez de mal à trouver des extraits. Donc on en est rendu là pour le contexte. Oui, j'ai encore fait la moitié de l'émission de contexte, désolé, mais en tout cas le premier tour de cette présidentielle nous dit plusieurs choses sur le paysage politique portugais qui est de plus en plus morcelé. Preuve de l'instabilité politique du pays, le Portugal n'a pas connu de second tour à l'élection présidentielle depuis 1986. Le vote décisif entre le candidat socialiste António José Seguro, arrivé en tête ce soir, et André Ventura se tiendra le 8 février. Déjà, le simple fait qu'il y ait un second tour à cette élection, c'est inhabituel dans l'histoire récente du pays. Ce n'est que la deuxième fois que ça arrive depuis la chute de la dictature. Ensuite, le candidat issu de la famille politique du Premier ministre, il a fait un score ridicule. Il est arrivé 5e avec 11,3% des voix, derrière le candidat libéral et ses 16%. Comme quoi, faire des lois travail, ça fonctionne pas trop. François Hollande, quel président comptez-vous être ? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Du côté de la gauche radicale, les scores s'effondrent pour le Bloc de gauche et le Parti communiste qui sont autour de 2%. Et c'est le centre-gauche d'António José Seguro, le candidat socialiste, qui rafle la mise avec plus de 31% des voix. Et puis il y a Chega. Et puis, il y a Farida. Non, qui n'est pas belle comme un soleil, mais qui est une formation d'extrême droite créée en 2019 et qui sera donc face au Parti socialiste le 8 février prochain, après avoir réuni 23,5% des voix. Son leader, André Ventura, avait déjà réalisé une percée importante à la présidentielle de 2021 avec 12% des suffrages, avant que son parti ne devienne la première force d'opposition à l'Assemblée portugaise suite aux législatives de 2025. Sa présence au second tour de la présidentielle est donc une étape supplémentaire dans son ascension. Comme le résume l'historien portugais Manuel Loff à l'Humanité, Chega a accompli en 6 ans ce que le Front National français a mis 3 décennies à réaliser, s'imposer au second tour d'une présidentielle. Et le fait que l'extrême droite au Portugal fasse des scores aussi importants, ça a une signification particulière. Et pour comprendre ça, je propose qu'on revienne sur l'histoire du pays. Oui. Encore du contexte. Le Portugal a connu entre 1926 et 1974 une longue période de dictature incarnée majoritairement par cet homme, António de Oliveira Salazar. Senhor Presidente da República e Senhor Ministro da Marinha, oficiais e soldados, gentes do Minho e de Portugal. Pendant 40 ans, le Portugal va donc connaître un régime conservateur, nationaliste et anticommuniste, porteur d'un projet politique assez particulier que décrit l'historien Yves Léonard à Mediapart. Il consistait en une volonté de figer le pays dans l'ordre immuable des choses, selon une conception passéiste, provinciale et rurale, et dans lequel la mobilité sociale devait être le plus réduite possible. Cette vision avait le soutien massif de l'Église catholique et des notables cooptés par le régime, et était rendue acceptable par une partie du peuple à travers des mécanismes de favoritisme et de clientélisme. Bien évidemment, ces thèmes résonnent en partie avec le discours du parti d'extrême droite portugais. Chega a même choisi comme slogan « Dieu, patrie, famille et travail », un slogan directement issu de l'ère salazariste. Comme l'explique Guillaume Delacroix dans l'Express, quand le français revisite le régime de Vichy, le portugais parle avec nostalgie de Salazar, mais sans trop insister toutefois, la dictature demeurant associée, même dans les rangs de la droite, au sous-développement et à la pauvreté. Pas directement de glorification de Salazar donc, mais une sorte de nostalgie diffuse, sans oublier des attaques que Ventura porte régulièrement contre la révolution des œillères, la révolution qui a fait tomber la dictature. Car c'est bien l'acte fondateur de la démocratie portugaise, la révolution des œillets du printemps 1974, qui est dans le viseur d'André Ventura. Développant un discours de victimisation,
Ventura se pose en martyr des médias mainstream, héritier du 25 avril. Au final, où est le 25 avril 1974 dans lequel nous pourrions nous exprimer librement? Ventura, il se réclame plutôt du coup d'État du 25 novembre 1975, un coup d'État qui a mis fin au processus révolutionnaire en cours. C'était le nom donné à la période d'effervescence post-dictature dans laquelle diverses forces de gauche ont voulu conduire le Portugal vers un modèle socialiste. André Ventura souligne que « Personne ne parle du 25 novembre 1975 », mais la grande vérité que la gauche et l'extrême gauche veulent cacher aux gens est que c'est grâce à ce jour que le Portugal s'est débarrassé d'une dictature communiste. Nous n'oublierons jamais cette date et nous ne les laisserons pas l'effacer de notre histoire. Outre ce penchant nostalgique, on va le dire comme ça, André Ventura, ancien commentateur sportif et chroniqueur dans un journal conservateur, se présente comme libéral, plutôt pro-européen, le tout en assumant une communication raciste et anti-tsiganiste pour ses campagnes. À la fin de 2025, ce sont les affiches d'André Ventura, candidat du parti d'extrême droite Chega, qui ont provoqué un énorme scandale. On y lisait des slogans visant les minorités du Portugal, tels que « Ici, ce n'est pas le Bangladesh » ou encore « Les tziganes doivent respecter la loi ». Alors, comment expliquer la montée en puissance de ce charmant personnage? Déjà, on peut faire un parallèle assez évident avec notre extrême droite AOP Saucisson Pinard. Chega va jouer sur le tous pourri, aidé par les affaires de corruption présumées qui ont poussé le Premier ministre socialiste à la démission en 2023, mais aussi par l'affaire de conflit d'intérêts qui vise Luis Montenegro. On écoute les explications de l'historien Victor Pereira au micro de Fabien Escalona sur Mediapart. Les Portugais, depuis longtemps, ont cette idée que les élites politiques sont corrompues. La démocratie n'allait pas extrêmement bien auparavant. Il y avait souvent plus de 40% d'abstention. Et aux dernières élections, l'abstention s'est réduite. Donc ceux qui ont voté Chega sont notamment des anciens abstentionnistes qui considéraient que de toute façon ça servait à rien de voter, soit PS, soit PSD, ça changeait rien. Là ils se disent avec lui, avec ce discours de protestation, si on l'appelle comme ça, on peut faire entendre nos voix. L'autre explication de la montée de cette extrême droite se cache derrière l'apparente bonne santé économique du Portugal, son chômage bas et son excédent budgétaire. Et cette explication, c'est le logement. En effet, les loyers ont explosé ces dernières années alors que les salaires restent très bas, comme l'analyse Cécile Thibault dans Les Échos. Derrière l'image de modernité que projette le Portugal, la croissance est largement alimentée par des secteurs très demandeurs de main-d'œuvre précaire et peu qualifiés, comme le tourisme, la restauration ou les services à la personne. Un appauvrissement d'une partie de la population et un tous pourris qui ont donc fait le jeu de l'extrême droite. L'immobilier a explosé, la loi a changé, ce qui fait que maintenant tous les locataires ont une épée de Damoclès. À la fin du contrat, on peut leur demander le double de leur loyer. Et donc ça a créé un sentiment de mal-être, l'inflation également qui a touché toute l'Europe. Donc je pense que c'est surtout de ce point de vue-là, de ce côté-là, que le vote d'extrême droite s'explique et moins sur un aspect mémoriel. Je ne pense pas que ce soit majeur. Mais il ne faut pas oublier un autre point, ce sont bien sûr les discours sur l'immigration, des discours qui ont notamment fonctionné sur les émigrés portugais, puisqu'en dépit d'une très forte abstention, les Portugais de la diaspora ont globalement placé Chega en tête. Écoutez ce discours de Carlos Medeiros, ancien député d'extrême droite à Genève et membre de Chega à Lisbonne, au micro de L'Aimant Bleu. Aujourd'hui, avec 1,5 million immigrants au Portugal, surtout des gens qui viennent de l'extrême asiatique, pakistanais, indiens, etc., aujourd'hui, ils retournent en vacances, voire ils retournent en Portugal. Ils ont cette impression d'être envahis. Oui, donc des gens qui ont migré trouvent qu'il y a trop de migrants quand ils rentrent dans leur pays, en gros. Mais peut-être qu'on peut attacher ce vote de la diaspora au discours global de l'extrême droite européenne sur l'immigration. Puisque, fallait-il le rappeler, l'extrême droite monte partout, ou presque. Bon. Pour terminer sur une note plus positive, Ventura n'a que peu de chances de gagner cette présidentielle. Et ce serait bien que ce ne soit pas le cas, même s'il s'agit d'un poste qui n'a que peu de prise sur l'action gouvernementale, parce qu'on a vu bien trop souvent que l'extrême droite se moquait bien des règles. Voilà, l'actualité nationale, c'est déprimant, mais n'oubliez pas que l'international sera le genre humain.